Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut, c'est Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui reprend ses quartiers au Club de l'Étoile à Paris pour une nouvelle séance tout à fait particulière puisqu'on va parler d'un classique mais qui a vécu une existence et des débuts assez difficiles, c'est le Scarface de Brian De Palma. On va en parler avec mon camarade Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Thomas. C'est nos ciné Extra Ball spécial Scarface et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe, tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Rafik, habituellement, les films dont on parle ici, on le disait un peu pour le public qui est là, évidemment, mais je le dis pour les gens qui vont écouter ce podcast après coup. D'habitude, les films qu'on présente ici au Club de l'Étoile, ce sont des films qui se sont tankés, très clairement, en salle et qui ont connu une seconde vie après. C'est pas exactement le cas de Scarface. Pas exactement. Le film a plutôt correctement marché à sa sortie en 83 aux États-Unis, 84 en France. Néanmoins, si on l'a choisi, c'est parce que c'est un film qui, malgré tout, revient de très loin, puisqu'il a été absolument pas du tout considéré au moment de sa sortie. Et donc ça en faisait presque un film entre guillemets invisible. C'est vraiment un film qui a été sauvé par le marché de la vidéo et par une population très particulière qui justement n'a pas accès aux médias, qui en France par exemple était la population des banlieues et aux États-Unis la population des défavorisés. C'est vraiment ce public qui pendant 10 ans a porté Scarface. Et quand je dis ce public qui l'a porté, c'est vraiment il y avait que eux en dehors de ce groupe-là. C'est à peine si on savait que ce film existait. Et donc c'est intéressant de savoir comment ce film a trouvé ce public-là et qu'est-ce qu'il a représenté en fait pour eux. De quelle manière alors du coup il a trouvé ce public si la critique était si condescendante et on va dire le grand public finalement assez désintéressé du sous-texte en tout cas. Le grand public qui avait l'habitude d'aller en salle de cinéma, c'est-à-dire celui qui a les moyens d'une certaine façon. Celui qui avait le capital culturel comme on dit. Celui qui n'a pas les moyens de payer une place par personne mais qui peut payer une location VHS pour 40 potes. En fait le sujet évidemment film de gangsters etc. On s'en doute a plu aux jeunes défavorisés, mais je ne crois pas qu'ils s'attendaient à un film qui les comprenne aussi intimement en fait. Mais c'est intéressant de voir comment ça a pu ressurgir dans le projet, puisque aucun des créateurs du film n'est lui-même défavorisé. Défavorisé a priori. Voilà, parce que et c'était pas du tout le but du film de toucher ce public-là. Oui. C'est quoi le projet de ce film Alors, qui est un remake. C'est le remake du film de War Dogs, donc qui est sorti en 1932, qui dans les années 70, parce qu'en fait le film original a disparu aussi des consciences durant les décennies. Il avait été massacré au montage. D'ailleurs, je crois que c'est Scorsese qui racontait que lorsqu'il avait voulu le rediffuser dans les 70s, il s'est aperçu que le négatif original n'existait même plus, etc. Enfin, c'était un film qui commençait à être perdu. Et donc, il a ressurgé dans les années 70 auprès des cinéphiles. Il a été complètement reconsidéré puisque c'est un film donc qui avait entraîné une vague de protestations délirantes et avait presque justifié à lui tout seul l'apparition du code Hays dans les années 30. Mais donc il a été complètement reconsidéré comme un film d'auteur de Hawks avec une thématique très intéressante sur la question de l'immaturité en fait, pas seulement du monde des gangsters mais du monde quelque part des affaires. Et c'est à cette époque que Pacino l'a vu. Il s'intéressait pas forcément à ce type de cinéma-là, mais il l'a vu, il a senti qu'il y avait quelque chose dans ce personnage qu'on pouvait faire. Et donc, il travaillait avec le producteur Martin Bregman et il a lancé comme ça, tout de go, que c'était peut-être quelque chose à considérer. Donc, on est dans les 70s. Et donc, le projet Scarface, c'est un projet 70s dans l'âme. Puisque comment dire, c'est une saga sur un personnage qui se veut complexe, etc. Donc on n'est pas du tout dans le blockbuster des années 80 tel qu'il va se définir plus tard. De Palma est approché assez tôt. Mais à l'époque, De Palma, c'est entre guillemets rien du tout. Il a son film Obsession, qui était une tentative de gros film dans sa carrière, mais qui n'a pas non plus vraiment traumatisé le box-office. Et puis surtout, il va enchaîner avec deux énormes bids qui sont Pulsion et Blowout. Et Blowout, aujourd'hui, on a oublié. Mais Blowout, c'est le film qui a détruit la carrière de la plus grande star mondiale de l'époque, qui était John Travolta. C'est-à-dire en un film, boum, il a disparu. Pour lui. Donc il porte quand même ça sur les épaules, le père de Palma. Néanmoins, De Palma, donc
quand on lui propose le remake de Scarface, il n'est pas contre. Il prend un collègue pour tenter de faire un script qui va respecter en fait la structure du film original et le lieu. Ça se passe aussi à Chicago, ça met en scène également le même personnage d'Al Capone, etc. Et ils s'en sortent pas très bien, ils vont pas très très loin, ils n'arrivent pas à se détacher de leur modèle, même si De Palma essaie d'insister sur le caractère fièvre de l'or en fait de son personnage, et notamment en s'inspirant beaucoup du Trésor de la Sierra Madre de John Huston, ce qui est d'ailleurs intéressant puisque le Trésor de la Sierra Madre à cette époque-là va donc influencer à la fois Scarface et Les Aventuriers de l'Arche perdue. De lecture tout à fait différente. Film à voir donc. Mais ça va pas très loin, et donc il finit par lâcher le projet. Et entre-temps, Bregman est parvenu à ferrer un bien plus gros poisson qui est Sidney Lumet. Donc là aussi, on l'a oublié, mais fin des années 70, début des années 80, Lumet, c'est le roi. De Palma, il n'existe pas. Lumet, c'est vraiment le roi. Il vient de sortir Le Prince de New York, qui est une énorme saga. Très richement psychologique, on va dire, sur le monde de la criminalité, de la police, etc., de la justice. Et donc, on est vraiment dans ce sillage-là, en fait. Or, Lumet... reprendre le script de Palma, ça l'intéresse pas. Lui, son idée brillante, c'est d'en faire un film contemporain. Il n'y voit pas l'intérêt de faire un remake, il faut faire un film contemporain. Et donc, il faut absolument taper sur ce qui se passe en ce moment dans le pays. Et à l'époque, ce qui se passait, c'était l'arrivée de ces réfugiés cubains en masse. Et donc, il a l'idée brillante de faire de Scarface un Cubain récemment immigré qui va se faire une place dans le monde de la pègre qui commence à se développer à peine. On est vraiment au tout début du développement de la pègre à Miami et de l'explosion du trafic de cocaïne. Sauf que Lumet va comment dire, un peu se friter avec Bregman, puisque Lumet veut absolument que son film parle du rôle du gouvernement qui facilite ce trafic de drogue. Et Bregman, qui lui quand même parti pour faire un film populaire, on va dire, et pas forcément à thème, quoi, est pas du tout d'accord. Bon, donc ça ne se passe pas très bien entre eux. Néanmoins, ce que ça a permis, c'est de faire venir dans le projet un scénariste vraiment brillant qui est Oliver Stone, qui au départ ne voulait pas bosser. Bregman l'avait demandé. Stone sortait d'un énorme échec qui était son film The Hand avec Michael Caine, son film d'horreur. Donc il pensait que sa carrière était déjà finie et il avait besoin d'argent. Il voulait pas néanmoins bosser sur un remake, mais c'est l'idée de Lumet, de le rendre contemporain, l'a vraiment séduit. En plus, c'était l'occasion de bosser avec Sidney Lumet, qui est quand même un grand monsieur. Donc en attendant, Stone était arrivé à la barre. Et lui, Stone, il avait commencé son boulot. Alors c'est un boulot à la Stone, c'est-à-dire on va directement à la source. Donc c'était pour lui une excuse, parce que c'est quelqu'un qui était habitué à vivre dangereusement, d'aller fréquenter tous les sales gosses d'Amérique centrale. Donc il a fait des voyages, il a rencontré pas mal de ces trafiquants, ils l'ont beaucoup inspiré, jusqu'à ce qu'il commence à réaliser que ces multiples questions, ces multiples rencontres ont fait que certains commençaient à soupçonner qu'il soit un flic infiltré. Donc il s'est dit, je vais peut-être pas en avoir pour très longtemps, donc je vais arrêter mes conneries. Et en plus de ça, il avait plongé lui-même dans la cocaïne, classique à l'époque. Et voilà, et il avait un mal fou à s'en sortir. Donc il avait pris la décision de quitter carrément le continent et de partir vivre à Paris, et que là-bas il arriverait peut-être à décrocher. Je ne pense pas qu'il ait totalement décroché, puisque personnellement, quand j'étais gamin, à la Goutte d'Or, il y avait cette rumeur comme quoi un scénariste bossant dans le 16e arrondissement à Paris écrivait un film de gangster, et j'ai toujours pris plaisir à imaginer que c'était Oliver Stone qui commandait aux dealers du quartier ces petites livraisons. Mais je n'en ai aucune preuve. Et donc il va vraiment projeter dans le personnage de Tony Montana ses propres frustrations, en fait, de quelqu'un qui n'y arrive pas, en fait, parce que vraiment il galère, Stone à l'époque. Il a une violence en lui excessive et contenue, qui est pas contenue, justement, qui explose sur les pages. Et donc cette colère qui va transférer au personnage de Tony Montana, doublée de son observation des vrais caractères qu'il a fréquentés, vont faire en sorte qu'il va vraiment mettre le doigt
sur des choses que l'Amérique n'avait pas forcément envie de voir et qui surtout étaient extrêmement sur le complexe en fait de l'immigrant d'une certaine façon, c'est le complexe de celui qui vit dans un pays mais qui n'en fait pas entièrement partie. Et Scarface, le personnage de Scarface, il va vraiment représenter ça dans les années suivantes, cette espèce de revanche sur une société qui n'a pas voulu de toi et que tu vas prendre par derrière en fait. Il y a une séquence très très importante dans le film qui est la séquence où il est complètement bourré au restaurant et qui commence à engueuler les gens qui sont autour de lui parce qu'il reconnaît en eux le même type de criminel que lui-même est en tant qu'entrepreneur et leur balance cette réplique: vous avez besoin de moi, en fait vous avez besoin de moi pour vous décharger de votre culpabilité, tu vois. Ça c'est vraiment un discours de blédard à Paris. Enfin, c'est pas que vous me détestez, c'est que vous avez besoin de me détester. Parce que à travers moi, vous voyez tout ce que vous voulez pas voir chez vous, quoi. Donc voilà, Scarface c'est vraiment conçu comme Rise and Fall. C'est une structure classique. Le film en plus là divisé en deux parties bien distinctes. Avec, au moment où il arrive au top, carrément un entracte, en fait. Comment dire, la chute n'est pas une chute uniquement par l'excès du personnage. Ça y est, bien sûr, c'est un personnage qui va pécher par excès, mais aussi, et c'est à noter, par sa tentative de rester fidèle à des codes, en fait. C'est-à-dire que c'est parce qu'il a une morale qui va finir par chuter. En l'occurrence, ce qui le fera chuter, c'est le refus de buter des gamins. Oui. Donc le seul bon acte de son film, c'est l'acte qui va lui valoir la mort. Donc ça, c'est un peu typique du Oliver Stone de l'époque, ce genre d'écriture. Donc toujours est-il que Lumet et Bregman ne sont pas d'accord. Lumet se barre, De Palma revient et De Palma effectivement se dit: ah oui, quand même, ils ont vraiment trouvé un truc avec cette histoire de Cubain. Donc allons-y gaiement. Néanmoins, ils vont avoir, ça va leur poser un souci parce que c'est un gros film, c'est une production universelle importante et qui nécessite des décors plutôt importants, mais ils vont pas pouvoir tourner à Miami parce que une partie de la communauté cubaine est au courant du projet. Dans le casting, il y a un seul Cubain qui est Steven Bauer qui joue Manny. Donc l'idée que des acteurs non cubains jouent des gangsters cubains, tu vois, à Miami, enfin genre ils se disent faut arrêter les conneries quand même. Hein. Et la ville de Miami, elle a peur que ça fasse une mauvaise promotion tout simplement à sa ville. Bien sûr. Donc ils en veulent pas. Donc le film va être essentiellement tourné du côté, je crois, à Los Angeles. Il y a une petite partie à New York. Enfin bon bref. Mais le camp d'immigrants au début, c'est le périph' de Los Angeles. Hein, c'est pas du tout. C'est pas du tout celui de Miami. Alors ils ont tourné quelques scènes parce que c'était indispensable d'avoir certaines vues de la ville. Mais le reste du temps ils ont dû gruger. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est que en observant cette culture de gangsters à Miami de la fin des années 70, ils vont être en prise aussi avec quelque chose qui est en train d'émerger, mais qui n'a pas encore atteint les rives du cinéma, qui est une nouvelle, pas culture, mais une nouvelle esthétique. Donc, et ce qui rend le film Scarface intéressant, c'est que c'est un film qui est critique, mais il est aussi critique des années 80 qui ont à peine débuté. C'est-à-dire qu'on est donc le film se tourne en 82 et on est déjà en train de taper sur quelque chose, sur l'esthétique, voilà, qui ne va vraiment exploser qu'en 85-86. Ça, c'est assez intéressant. Donc c'est vraiment pour montrer à quel point le film est en prise avec son époque et tout en ayant le recul nécessaire par l'identité de ceux qui le font. Donc De Palma par exemple va demander à son chef-op John Alonzo, qui ne sait pas exactement comment il doit éclairer ça. Au départ il part comme tous les chefs-op sur l'idée d'un film noir, tu vois, c'est un film de gangster, etc. Oui, surtout que c'est une tonalité très 70s. De Palma lui dit non, pas du tout. Je veux que tu me fasses le truc le plus coloré, le plus vibrant possible. Le plus éclatant possible. Voilà, comme ces gangsters aiment à s'habiller de façon choquante, colorée, etc. Et moi, je me chargerai de le salir. Donc, il réalise assez ingénieusement que plus l'image sera colorée et plaisante à l'œil, et plus les gerbes de sang et les tortures vont flasher à la gueule du spectateur, quoi. Ce qui fait aussi l'identité vraiment graphique du film, c'est cette image de Pacino avec sa chemise hawaïenne, mais le visage couvert de sang, tu vois. Donc c'est
Donc il va pousser le bouchon quand même assez loin là-dessus, sachant que De Palma, il vient de films qui ont tous été classés R, enfin les derniers qu'il a fait sont classés R. Voilà, en tant que fan d'Hitchcock, il est dans une tradition de gens qui ne rechignent pas à faire du cinéma d'horreur. Il a été révélé par le succès de Carrie, etc. Donc pour lui, la violence n'est pas un problème, on va dire. Et comme il veut vraiment ne pas tricher avec ce qui constitue la vie de ces gens-là, c'est-à-dire à la fois un glamour excessif et une violence excessive, et ça c'est dans la tradition du film de gangster depuis le début, cette conjonction glamour et violence, il va pousser les potards assez loin, ce qui va bien sûr poser des soucis même pour un film de studio. Il faut quand même à un moment donné passer par la case MPA. Et là, ça va être le drame parce que le film va donc être classé X et De Palma va devoir repartir et réviser sa copie une fois, 2 fois, 3 fois et à chaque fois le classement X retombe. Ça pose donc évidemment un problème. On va pas sortir parce que qui dit classement X dit que le film ne peut sortir que dans des salles spécialisées dans le X. Spécial, pas d'affichage, pas de pub télé, rien. Quoi. Et pour un film de studio, c'est totalement inconcevable. Bon, alors Jacques Valenti, le patron de la MPA, il est un peu embêté quand même, hein, parce que ils ont l'habitude de taper sur les films indépendants, mais taper sur un film de studio, ça le met pas forcément très à l'aise, parce que la MPA, elle est financée par les studios quand même. Mais bon, il suit quand même. En tout cas, tout ce qui va se passer, c'est que Bregman, lui, va carrément constituer un panel d'experts visant à prouver aux membres de la MPA que le film n'est pas aussi violent qu'ils l'imaginent. Parce que, bon, il faut dire aussi que l'efficacité de la mise en scène de Palma fait que la violence est décuplée. Par exemple, et ça, De Palma en a souvent parlé, il y a un nombre incalculable de spectateurs qui, dès le début, sont convaincus, qui voient exactement ce qui se passe durant la séquence de la tronçonneuse. Oui. Alors qu'il n'y a rien à l'écran, en fait. Oui. On a un gros plan sur un visage avec un filet de sang. Mais par contre, la mise en scène... Un coup classique. Voilà. Comment ? C'est un coup classique. Voilà. Mais la mise en scène voilà, la tension, qui est, parce qu'elle est très longue, cette scène, hein, il prend le temps de faire arriver le truc, etc., fait que le spectateur crée sa propre image et elle s'imprime très profondément. Donc, la violence du film, elle va être surtout vécue, mais elle n'est pas forcément à l'écran. Donc il y a des experts psychologiques qui vont intervenir, des critiques. Je crois que c'est pas Leonard Maltin, c'est un autre qui un de Roger Ebert, je crois, qui va venir témoigner en faveur du film. Ils vont faire venir des agents de la DEA, spécialisés dans qui vont leur dire en quoi c'est un film qui ne prend pas du tout le parti de cette vie dissolue, parce qu'il y a aussi cette crainte que le film fasse la promotion, etc. Bref, et ça fait finir par tomber. Bon, ok, d'accord, ça sera un classement R. Donc De Palma, sachant ça, il se dit bon, ce montage, le dernier montage qu'on leur a proposé, il était classé X, et finalement ils ont décidé qu'il était classé R. Ça veut dire que le premier qui était classé X, il était aussi classé R. Donc du coup, dans le dos de la MPA, il va ressortir sa version d'origine en fait. Bon, un sale coup, mais personne n'a rien dit. Mais en attendant, ça a fait les titres, c'est-à-dire que ça va poser aussi un problème à la sortie du film, c'est que depuis des mois, on ne parle de Scarface que en fonction de sa classification X. Et donc, il est attendu au tournant par pas mal de gens. Et ça va jouer au niveau de sa réception. Donc, elle va être vraiment... Au niveau critique, c'est dramatique. Je crois qu'il y a une bonne critique dans les médias importants aux États-Unis. Ils en ont compté qu'une seule qui était en faveur du film. Tout le reste, c'était vraiment soit de la violence, soit de la condescendance, mais crasse. Le film est pris comme étant le véhicule du personnage qu'il incarne, c'est-à-dire un film de beauf, en fait. Un film vulgaire en tout point, etc. Comme si le film se défendait de l'être. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à passer le cap de oui, évidemment que le film est vulgaire, il joue avec ça, il parle de la vulgarité. Non, donc il est vulgaire, il est beauf, il est tout ça, et donc c'est pour ça que je dis que la sortie du film, et notamment en France, dans mon souvenir, était vraiment un non-événement. Il avait été lâché, on va dire, à sa sortie américaine, donc la critique française, elle n'a même pas vraiment percuté là-dessus. Et De Palma n'était pas particulièrement attendu. Non, clairement pas. Et moi, je me souviens que j'ai acheté Starfix à l'époque, et ça faisait partie des critiques autour de moi, du monde des adultes. Ils me pointaient du doigt la couverture, parce que, en gros, en disant, si tu achètes un magazine qui met Scarface en couverture, t'achètes de la merde, quoi. Tu vois, enfin, c'était vraiment, c'était du sous-Vandame, quoi, quelque part. Donc c'est un peu comme ça que le film a vécu. Et donc ensuite, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure,
en sous-sol, en souterrain. Personne ne s'en aperçoit, hein, bien sûr. Dans les médias, on ne voit pas du tout ce qui se passe dans les années suivantes. Mais carton absolu en banlieue. Les vidéoclubs sont obligés de se refournir parce que les bandes sont usées au bout d'une semaine, quoi. Il faudra attendre presque 10 ans, et notamment les rappeurs qui vont en parler explicitement dans leurs chansons. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Il y a aussi le fait que ça a inondé la culture hip-hop. Tout à fait. Voilà. Pas qu'en France. Comme le font les médias, le peuple ne mais... suit pas. Le monde est à moi, je suis Tony Montana. Donc oui, que ce soit en France, donc avec le sectorat et son sacrifice de poulet, que ce soit aux États-Unis avec un rappeur qui s'appelle carrément Scarface. Donc bon, je crois que même Def Jam, le label Def Jam, a même produit un mini doc uniquement dédié à la place de Tony Montana dans la culture du gangster rap. Le film a été samplé 1 million de fois. Et donc il y a un argument que je continue à lire aujourd'hui et qui m'agace un peu, qui vraiment pour moi, j'aime pas le terme, désolé, mais je vais l'utiliser qu'un argument de petit blanc, de dire que oui, mais alors tous ces crétins de banlieue ils comprennent pas le film, parce que Scarface il finit quand même comme une merde, quoi. Et c'est un argument débile, parce que bien sûr qu'ils le comprennent, le film. Ils savent très bien ce qui se passe, ils sont pas idiots. Simplement, ce qu'ils voient, c'est que il est accolé au mur, ce personnage. Il a absolument aucune issue, de toute façon. Sa vie, c'est une vie de merde. Donc, quitte à choisir sa vie de merde, autant qu'elle soit courte et dans l'opulence. Donc, il sait d'avant... Enfin, pour eux, il n'y a pas de contradiction dans le fait qu'il soit immensément riche et qu'il finisse par chuter. C'est une façon de dire, je préfère cette vie-là que celle de caissier parents, ou de vendeur de kebab que tu me proposes, quoi, tu vois. Donc il y a aussi cet aspect-là qui effectivement était je pense en germe déjà dans la frustration d'Oliver Stone quand il faisait ce script, et qui vraiment a été pris par tous les laissés pour compte comme enfin un film qui parle pour moi, quoi. Qui dit allez vous faire foutre, quoi. Si je suis une merde à vos yeux, ça sera uniquement à vos yeux, j'en ai rien à secouer. Et en plus de ça, le personnage respecte d'une certaine façon le désir de code qu'on retrouve régulièrement chez les plus démunis et les plus défavorisés. Je veux dire, il dit quelque chose comme il y a 2 choses chez moi qu'on ne casse pas, c'est ma parole et mes couilles. C'est une des répliques du film. Et ça, c'est... Non, pardon, il dit pas, c'est pas ça. Coupé. Voilà. La chose que je ne brise pas, voilà, il y a 2 choses que je ne brise pas, c'est ma parole et mes couilles. C'est-à-dire, au sens, une fois que je donne ma parole, je la garde jusqu'au bout, quoi. Le personnage de Tony est un personnage qui suit des règles qu'il s'est imposées. Il a son code moral. C'est pas quelqu'un qui part en vrille dans tous les sens, même si c'est un feu d'artifice, une vraie comète, quoi. C'est pas quelqu'un qui part dans tous les sens. Et ça a une force, en fait, auprès de cette communauté-là, parce que les plus démunis, ils n'ont que leur parole. Il n'y a que par ça qu'ils peuvent exister socialement, en fait. Donc, il y a plein d'exemples comme ça dans le film, vraiment, de phrases ou de scènes qui, je pense, ne peuvent être comprises que par ceux qui, à un moment donné dans leur vie, se sont sentis complètement abandonnés par le cadre social. Donc, Scarface c'est pas une caricature, c'est pas un film racoleur, c'est pas un film qui est mal compris par son public, pas du tout. C'est un film qui parle de quelque chose qu'on n'aime pas, mais qui est que la société a tendance à créer des personnages qu'elle recale dans un coin, et qui, comme des rats pris au piège, n'ont pas d'autre issue que de devenir ce que la société redoute le plus. Donc, d'une certaine façon, c'est un film moral, quelque part. Et de même que le film de War Dogs était un film moral à sa façon, en explicitant le caractère de l'immaturité de ces personnages-là. Il fallait le prendre en compte dans la violence qu'ils exerçaient. Et ben, le Scarface d'Oliver Stone et de Palma nous invite à considérer que la société crée des Scarface, que c'est elle l'accusée, en fait, sur le banc. Donc aujourd'hui, le film a été complètement revu à la hausse. L'American Film Institute l'a carrément sélectionné pour être à la librairie du Congrès, etc. Donc c'est vraiment devenu un classique officiel. Qui dit classique officiel dit que bientôt il n'appartiendra plus à la banlieue, d'ailleurs, puisque on va finir. Ça va pas tarder. Ici, toi et moi, on est en train d'en parler avec des mots savants. Donc on est en train de faire de l'accaparation culturelle. On est en train de voler à la banlieue un de ces films. Mais c'est un film qui a vraiment fait du chemin depuis sa sortie. Je propose qu'on le revoie, du coup. Eh ben, écoute, avec plaisir. Eh ben, magnifique.
Il nous reste à nous dire au revoir. Merci Rafik. Merci Thomas. Merci au public qui nous a suivis une nouvelle fois et merci évidemment au Club de l'Étoile. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.